Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Avant de passer à l'épisode, je voulais vivement remercier Yemanja, qui est le partenaire officiel de cet épisode et qui m'accueille dans ses locaux. Yemanja conçoit et réalise des aménagements de bureaux qui permettent aux entreprises d'offrir des espaces de travail accueillants pour les collaborateurs où chacun peut se réunir, innover, produire et exprimer ses talents. Yemanja accompagne la transformation des modes de travail en repensant les espaces de bureau comme des lieux où le plaisir et la performance peuvent cohabiter. Vous l'aurez compris, Yemanja et moi partageons la même conviction. Chaque entreprise et chaque collaborateur est en mesure d'inventer et incarner sa propre manière de travailler. Dans ce nouvel épisode, nous décortiquons un sujet passionnant en termes de bien-être et d'épanouissement professionnel, celui de la haute sensibilité au travail. Peut-on être très sensible, voire ultra sensible, et être heureux au travail ? Pour explorer ce sujet, j'ai convié Saverio Tomasella à mon micro. Saverio est docteur en psychologie et en management, écrivain et fondateur de l'Observatoire de la sensibilité. Et ensemble, nous explorons les pistes pour se sentir bien au travail en tant que personne hautement sensible. Nous discutons notamment des types d'espaces de travail et des dynamiques relationnelles favorables à l'épanouissement professionnel des personnes hautement sensibles. Ensemble, nous abordons également les sujets de la créativité et de la multipotentialité en entreprise. C'est un échange riche avec des pistes de solutions concrètes et surtout une vraie ode à la sensibilité dans un monde du travail qui parfois nous amène à la mettre de côté. J'espère que vous aurez plaisir à écouter notre discussion, autant que j'en ai pris à rencontrer et à échanger avec Saverio. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, rejoindre ma newsletter ou encore me suivre sur Instagram, @le.tilt, pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour vous mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute. Bonjour Saverio. Bonjour Léa, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le Tilt. avec plaisir. Je suis ravie que vous ayez fait le chemin jusqu'à moi pour qu'on ait cette conversation sur la haute sensibilité au travail, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui revient souvent dans mes échanges avec les gens qui m'écoutent sur le Tilt. Comment est-ce qu'on peut être une personne hautement sensible et heureux au travail? Donc on va aller creuser ce sujet ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter sans parler de votre travail, s'il vous plaît? Je m'appelle Saverio, j'ai 56 ans, j'habite à Saint-Quentin dans les Hauts-de-France, pas très loin de Paris, entre Paris et Lille. Je suis l'heureux papa de 2 grands-enfants, une Mhm. fille qui fait une thèse sur Nerval et un fils qui travaille chez Saint-Gobain. Je suis le compagnon d'un styliste couturier créateur qui crée donc des robes sur mesure. J'adore la musique, l'opéra, j'aime chanter, je joue du piano, j'adore les promenades en forêt, je suis gastronome, enfin j'aime bien manger en tout cas et j'aime la vie, Mhm. voilà, je suis très sensible. Super, génial. C'est hyper agréable pour moi d'avoir quelqu'un qui est à l'aise avec cette question parce que souvent, mes invités sont un peu pris au dépourvu comme on parle de travail principalement sur le tilt. Donc vous avez foisonnant, d'intérêt, c'est hyper agréable. Est-ce que vous pouvez me dire, du coup, au milieu de tous ces centres d'intérêt-là, qu'est-ce que vous faites de votre vie professionnelle finalement? Ma vie professionnelle est, elle est un peu, comment dire? Partagée entre l'écriture, j'écris de plus en plus, donc la recherche et l'écriture. Mmh. J'écris des romans de plus en plus, des bandes dessinées maintenant et aussi des essais. Et je continue, comme je suis psychanalyste, je continue à recevoir des patientes et des patients. Donc voilà, j'ai réussi à équilibrer ma vie, Mmh. entre ces Super. 2 pôles. Est-ce qu'on peut dire que le cœur de toute votre activité tourne autour de la sensibilité? Oui et ça depuis longtemps parce qu'en fait quand j'étais enfant, adolescent, j'étais au lycée musical. Mmh. C'est-à-dire que le matin, on avait les cours académiques et tous les après-midi, on avait de la musique, du théâtre et du chant, enfin surtout de la musique et je me destinais à devenir musicien et ayant des parents scientifiques et universitaires, ils n'ont pas voulu que je continue dans cette voie de la musique Mmh. et j'ai commencé par des études scientifiques, ce qui fait que finalement, je n'ai pas pu être musicien, mais en devenant psychanalyste, je me disais: «Je vais être un musicien de l'âme».
Mmh. Et au lycée musical, on nous disait de développer notre sensibilité, d'exprimer notre sensibilité. Et dans la psychanalyse, j'essaye d'être à l'écoute de la sensibilité singulière de chacune de mes patientes, chacun de mes patients. Et dans ma vie, étant très sensible, ben, ma sensibilité est au centre, au cœur de ma vie. Donc je crois, oui, que le dénominateur commun de tout ça, c'est la sensibilité humaine. Mmh. Tout ce que vous avez exploré, que ce soit dans votre recherche, dans vos études, dans ce que vous écrivez, dans la manière dont vous accompagnez les gens, le lien, c'est la haute sensibilité, c'est ça? La sensibilité humaine Mmh est mh. une des modalités de la sensibilité humaine pour 30% de la population, c'est la haute sensibilité. Mmh. Mais moi, j'essaye depuis le début de ne pas faire de catégorie à part. Et pour moi, il n'y a pas de rupture entre les personnes sensibles et les personnes Mmh. hautement sensibles. C'est tout de même la sensibilité humaine, même si dans la haute sensibilité, il y a des caractéristiques précises Mmh mh. qui spécifient ce tempérament. Alors c'était une de mes questions, mais avant de rentrer dans les caractéristiques qui font, la haute sensibilité, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire ce que c'est et qu'on puisse parler de la terminologie aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent sur ce sujet et on ne sait plus trop, comment le définir et quelles en sont, les caractéristiques finalement. Donc, qu'est-ce que la haute sensibilité et comment est-ce qu'on l'appelle? Quels sont les mots, qui sont, justes pour la définir? En anglais, c'est highly sensitive person, personne hautement sensible. En français, il y a eu comme une espèce de fausse route au départ, qui est liée à la traduction du premier livre d'Hélène Aron. Alors Hélène Aron, c'est la chercheuse pionnière aux États-Unis Mmh mh. sur la sensibilité élevée. Son premier livre a été traduit avec le terme hypersensibilité, Mmh. mais en langue francophone, c'est un terme qui pose problème pour plusieurs raisons. La première raison, c'est un terme médical. D'accord. L'hypersensibilité, c'est un synonyme d'allergie et d'intolérance. D'ailleurs, Mmh. sur toutes les notices de médicaments, vous verrez indiqué Ah! sauf hypersensibilité à l'un des composants, ça veut bien dire sauf allergie ou intolérance à l'un des D'accord. composants. Donc ça pose un problème parce que la haute sensibilité, ça n'est pas de l'allergie, ça n'est pas Mmh de mh. l'intolérance. Ensuite, en langue française, le préfixe hyper, et puis même en langue Mmh. gréco-française, on va dire, le préfixe hyper, c'est un préfixe péjoratif. D'accord. Ça veut dire trop, ça veut dire en excès. Et Mmh. justement, comme on essaye de valoriser toutes les formes de sensibilité, y compris la sensibilité élevée, Mmh on mh. ne souhaite pas que ça résonne Bien sûr. comme un trop de sensibilité. Et justement, on essaye de Mmh. faire comprendre que c'est pas trop, c'est Ouais. différent. Mmh, je comprends. C'est pour ça que pendant longtemps, moi, j'ai parlé d'ultra-sensibilité D'accord. parce que le préfixe ultra, lui, au contraire, veut dire que c'est bien, que c'est bon, que Mmh. c'est le degré le plus élevé de. D'accord. Donc haute sensibilité, en fait, c'est un synonyme. D'accord. Et puis, tout de même, certaines personnes n'arrivaient pas à passer d'hypersensibilité à ultrasensibilité. Donc maintenant, à l'Observatoire de la sensibilité que j'ai créé en 2016, Oui. on essaye, et il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent, de parler de haute sensibilité, de personnes hautement sensibles, de Mmh mh. sensibilité élevée ou de personnes fort sensibles, très sensibles, comme les anglo-saxons. C'est-à-dire que c'est la sensibilité humaine, mais elle Ouais. est plus élevée. Comme Mmh, ça, on je montre bien comprends. que c'est un continuum de sensibilité vers une sensibilité plus grande. OK, super et du coup, quelles en sont les caractéristiques de cette haute sensibilité, de cette ultrasensibilité? Alors, heu, pour chaque personne, c'est un peu différent puisque ça va se manifester au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, au niveau Mmh mh. intuitif, au niveau cognitif, au niveau de l'imagination. Mais il y a 5 grandes caractéristiques D'accord. scientifiques, on va dire, Mmh qui mh. permettent de désigner toutes les formes de sensibilité élevée. La première caractéristique, c'est la définition de la sensibilité élevée, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations. D'accord. Traitement sensoriel approfondi des informations ou, en version courte, traitement en profondeur. Mmh mh. Ça veut dire que la personne hautement sensible, elle a un grand sens du détail, elle est très observatrice, elle dit qu'elle n'a pas de filtre, et c'est vrai parce qu'au niveau du cerveau, le thalamus fait moins son office de filtre, Mmh et mh. que toutes les informations arrivent de la même façon, avec la même intensité, et elles sont traitées sensoriellement. Elles sont traitées d'abord par la sensibilité avant d'être traitées rationnellement. Mmh. Ça implique une deuxième caractéristique qui est l'hyperstimulation. N'ayant pas de filtre, traitant de façon approfondie et sensoriellement toutes les informations, Mmh la mh. personne hautement sensible va vite saturer.
Elle a donc besoin de faire des pauses, alors que des personnes moins sensibles vont pouvoir passer la journée comme Mmh. ça. Une personne très sensible, elle, va sentir elle sature à certains moments, elle a besoin de faire des pauses. Troisième caractéristique concerne les émotions. Oui. La personne très sensible a beaucoup d'émotions, des émotions variées, des émotions intenses, des émotions plus durables, et elle Mmh. est, pardon, elle est également perméable aux émotions des autres. Souvent, les personnes très sensibles vous disent: «Je suis une éponge», Mmh. parce qu'elles prennent les émotions des autres. Elles arrivent au travail, par exemple, Ouais, de très bonne humeur, elles sentent une tension, une colère, une tristesse, pof, elles elles deviennent l'apprennent. tendues, en colère Mmh. ou tristes parce qu'elles sont, tout de suite touchées et imprégnées par les émotions des autres. La quatrième caractéristique, c'est, un sens de la nuance, de la subtilité, de la communication implicite, alors notamment les mimiques, les grimaces, les Mmh. postures, les gestes, les intonations, la voix, tout ce qui va apporter du sens non dit dans les Mmh. conversations et qui fait que parfois la personne hautement sensible va accorder plus d'importance à tel regard, tel geste, telle intonation qu'au propos lui-même, aux mots eux-mêmes. Mmh. Et la cinquième caractéristique, elle a été alors les 4 premières ont été découvertes par Hélène Aron et son mari Arthur Aron aux États-Unis, et la cinquième caractéristique, elle, a été mise en évidence par un pédiatre, hem, américain qui s'appelle Thomas Boyce, puis par un biologiste britannique qui s'appelle Michael Plus. Elle s'appelle la susceptibilité avantageuse ou la sensibilité avantageuse, et très simplement, si je prends l'exemple d'un enfant, un enfant hautement sensible qui grandit dans un environnement de stress, de misère, de violence, de racisme ou de toutes sortes de choses comme ça, est un enfant qui va être malade plus souvent et plus longtemps, Mmh. se blesser plus souvent, réussir moins à l'école, avoir plus tendance à l'anxiété, à la dépression, à l'adolescence, des tendances suicidaires, et avoir de moins bonnes relations sociales. D'accord. Le même enfant, dans un environnement porteur, encourageant, bienveillant, Mmh. qui le soutient, qui l'aide, le comprend et l'écoute, ce même enfant va être en meilleure santé que la moyenne des autres enfants, mieux réussir à l'école, avoir de meilleures relations sociales, de bonne humeur, voir les choses, de façon enthousiaste, être plus spontané, et cetera, et cetera. Donc on voit bien combien, pour la personne hautement sensible, Mmh. donc l'environnement au travail, Ouais. l'environnement va jouer un rôle primordial. Mmh. Vous faites un lien, magnifique avec, justement cette question que j'avais envie de vous poser sur l'environnement de travail. C'est quoi l'impact d'un environnement de travail classique, donc en entreprise, en open space aujourd'hui comme ça se fait, dans la plupart des entreprises? C'est quoi l'impact de ce type d'environnement de travail sur une personne hautement sensible? Alors déjà, l'open space est très, très mal vécu par les personnes très sensibles parce qu'il y a du bruit, des odeurs, de la lumière forte. C'est-à-dire qu'il y a pas de possibilité de moduler, Mmh. le tout ce qui est bruit, son, odeur, Ouais. conversation, et cetera. Alors que la personne hautement sensible, elle va se sentir bien dans un bureau où elle est seule, ou à 2 ou à 3, c'est-à-dire là où on peut mettre le bureau au bon endroit, baisser la lumière si nécessaire, Ouais. parler moins fort et ne pas être incommodé par les conversations de personnes qu'on ne connaît pas ou peu, mais qui sont là à côté de la machine à café et racontent leur Mmh. vie Ouais. à On longueur entend de tout. voilà, on entend tout, on n'arrive plus à C'est vrai. travailler. J'ai une Mmh. amie qui est hautement sensible, qui a longtemps travaillé dans un open space. Elle mettait non seulement des bouchons d'oreilles, mais un Mmh. casque de chantier. Ah ouais, Puis pour vraiment se mettre dans sa bulle. elle ne Ah! supportait pas les conversations autour d'elle. Donc l'open OK. space, c'est vraiment pas le bon environnement Mmh mh. pour une personne très sensible. Mmh. Hem, il y a autre chose qui ne correspond pas à l'idéalisme, la spontanéité, l'authenticité des personnes hautement sensibles, c'est la hiérarchie. Plus il y a des échelons, plus il y a Mmh des mh. procédures compliquées, des règles et des contraintes dans une entreprise, moins c'est facilitateur pour la personne très sensible. Mmh. Ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'ai beaucoup comme retour, parce que je fais des contenus sur les différentes cultures, d'entreprise. Donc on parle parfois d'entreprise opale, d'entreprise libérée où, on questionne cette notion de hiérarchie et souvent c'est des sujets qui interpellent les personnes qui sont très sensibles de se dire: «Ben, peut-être que j'ai moyen de m'intégrer dans une structure qui a repensé, la manière dont on hiérarchise les relations, dont on envisage les relations». Donc je trouve ça hyper pertinent. C'est quoi l'impact
concrètement sur le travail et la productivité d'une personne très sensible dans un environnement qui est bruyant, lumineux, enfin qui n'est pas adapté à son fonctionnement. Eh bien, cette personne va saturer très vite. C'est-à-dire Mhm. qu'elle arrive le matin, au bout d'une heure, elle est fatiguée. Mhm. Alors qu'elle a peut-être bien dormi, elle a mangé ce qui est bon pour elle le matin, le transport s'est bien passé, il n'y a aucune raison qu'elle se sente fatiguée au bout Ouais. d'une heure ou 2 heures. Et pourtant, cet environnement de travail, oppressant, parce que quand sensoriellement on est dépassé, envahi par toutes sortes de signaux, Mhm. physiques, au bout d'un moment on n'en peut plus. Alors si vous ajoutez à ça des contraintes de travail comme dans tous les métiers, Mhm. et le fait que la hiérarchie, hem ajoute des contraintes inutiles, parce que la personne hautement sensible, elle n'aime pas être observée. Elle perd ses Mhm. moyens en étant observée. C'est pour ça que c'est si difficile pour une personne très sensible de parler en public. Par exemple, l'enfant ou l'adolescent qui prépare très, très bien un exposé est sûr d'elle ou de lui Mhm. et arrive en classe, présente son exposé et perd tous ses moyens. C'est pareil au travail pour un adulte ou une adulte très sensible qui peut être très, très Ouais. forte et pointue dans son domaine, avoir énormément travaillé son dossier, Mhm. mais devant une grande assemblée ou même un groupe assez nombreux, va perdre ses moyens et va pas réussir à défendre son Mhm. dossier du simple fait qu'elle se sent observée et que ça la met mal à l'aise et que ça la rend maladroite. Mhm. Et en plus, il y a un tel désir d'authenticité chez une personne, hautement sensible que le contrôle hiérarchique qui fait qu'on demande, comment dire? Des preuves Mhm. qu'on a beaucoup travaillé sur ce dossier ou que le dossier va être rentable ou que, enfin, il y a toutes sortes de complications quand il y a de Mhm. la hiérarchie, font que ça décourage, ça démotive la personne hautement sensible. Mhm. Alors on peut ajouter à ça le fait que souvent, en cours de route, les personnes très sensibles vont préférer, travailler à leur compte, ou en télétravail, travailler à Mhm. la maison, enfin travailler dans des conditions qu'elles vont se créer elles-mêmes parce qu'elles savent exactement ce qui est bon Ouais. pour elles, dans le travail. Mmh. Vous avez écrit, un livre à ce sujet, ultra sensible, au travail, comment, vous donner des tips, très pratiques tout au long, du livre sur comment, faire en sorte qu'on soit bien dans son quotidien, professionnel. Il y a un mot qui m'a beaucoup marqué, c'est le mot hyperstimulation. C'est vraiment chaque élément va venir, entrer dans le processus de travail et donc, moduler celui-ci et donc avoir un impact, dessus et je l'ai trouvé, très pertinent et je pense que c'est chouette de pouvoir poser, ce mot dessus et vous parliez du fait, du coup, de travailler plus seul. Du coup, c'est quoi le les re comment se passent les relations interpersonnelles en entreprise pour les personnes, hautement sensibles? Alors elles se passent très bien parce que la personne hautement sensible, c'est une personne relationnelle. C'est une personne qui, comme je vous le disais, aime l'authenticité, Mmh spontanée, mh. enthousiaste, créative, très empathique, à l'écoute des autres. Mmh mh. Donc de façon potentielle, on va dire, de façon naturelle et évidente, les relations se passent très bien, Mmh mh. sauf quand elles viennent être compliquées par trop de saturation d'hyperstimulation, Mmh mh. les open space notamment, ou trop de réunions à la suite, trop de contraintes, et souvent des contraintes bizarres ou inutiles où on se rend bien compte que ça ne fait que ralentir le processus Mmh au mh. lieu d'aider à travailler. Hem, heu, ou alors quand on va mettre, trop d'enjeux interpersonnels. C'est-à-dire que la personne hautement sensible, elle aime la simplicité dans son authenticité. Hein, elle va aimer que en face de lui, elle ou d'elle, il y ait une personne sincère. À partir du moment où les gens sont dans des jeux de manipulation, d'influence, de pouvoir, de domination, Mmh mh. de je ne sais trop quoi, de faire, respecter l'idéologie de l'entreprise qu'on appelle culture d'entreprise ou des croyances Ah, qui ne c'est sont pas intéressant. les siennes, Mmh mh. et bien, elle se rend compte du subterfuge et tout d'un coup, ça ne l'intéresse plus parce que ça n'est plus sincère, parce que ça n'est plus Mmh. naturel, parce que ça n'est plus dans l'enthousiasme. Mmh C'est mh. un truc codé. C'est un truc fabriqué et là, elle se dit: «Bah, à quoi bon? J'ai pas envie de jouer ce jeu-là». Mmh. C'est là que les relations deviennent compliquées en entreprise. C'est Mmh parce qu'il y a mh. du subterfuge, c'est parce qu'il y a de la manipulation, c'est parce qu'il y a de l'idéologie, c'est parce qu'il y a des enjeux de pouvoir ou Ouais. de la langue de bois aussi. Mmh. J'aime bien, le parallèle que vous faites avec l'idéologie d'entreprise.
versus la culture d'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est possible de créer des cultures d'entreprise euh, humanistes? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais où l'humain dans son entièreté a une vraie place et où on s'appuie sur l'humain pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne et pas l'inverse. Alors justement, c'est le modèle que je défends depuis longtemps. Je parle de révolution sensible, c'est ça que je veux dire dans le monde de Mmh. l'entreprise, parce que la révolution sensible peut exister aussi à l'école, dans la famille, le couple, la relation amicale, etc. Mais effectivement, c'est de mettre l'humain comme fondement, comme essentiel de l'entreprise, Mmh. du regroupement qui va créer de la valeur dans un certain métier, qui Ouais. est celui de l'entreprise, et de co-créer, c'est-à-dire que toutes les actrices et tous les acteurs de l'entreprise puissent co-créer ensemble un bouillon de culture avant même de créer la culture. Il faut créer Mmh. l'environnement favorable à une culture humaniste dans l'entreprise et Mmh. non pas en surplomb de dessus imposer une idée ou des idées sur la culture d'entreprise, même si on se dit que ce sont des idées humanistes. Il faut que ça remonte, en fait, c'est comme le levain de la Mmh. pâte, hein. Mmh. Ouais. C'est comme la plante qui pousse de la terre, on a besoin de partir du terrain pour que Mmh. ce soit réel et que ce Mmh. soit durable et que ça puisse, comme dans les hôpitaux magnétiques aux États-Unis ou Ah, les je connais pas. entreprises libérées. Ah oui. Les hôpitaux magnétiques, c'est ça, ce sont des entreprises libérées au niveau médical, où il n'y a Mmh. plus d'hiérarchie, Mmh. où tout le monde a le droit à la parole, où les patients sont extrêmement écoutés, patients et patientes sont extrêmement écoutés, respectés, Oui. et où, paraît-il, il n'y a plus de turnover. Les infirmières, les infirmiers et les médecins qui travaillent dans les hôpitaux magnétiques aux États-Unis, ils veulent rester dans ce type d'hôpitaux Génial. tellement ils sentent la différence avec les autres types d'hôpitaux qui fonctionnent Mmh. de façon industrielle selon la rentabilité, selon des critères qui ne sont pas humains finalement. Mais ça a besoin de monter de chacune et de chacun qui y participe à cette culture in progress, Mmh. culture in progress, hein, c'est-à-dire que c'est une culture en création permanente. Mmh. Est-ce que vous connaissez des entreprises qui sont, selon ce prisme-là en France? J'ai envie d'en rencontrer. Est-ce que vous en connaissez ou pas? Alors oui, il y a des entreprises libérées en France. Mmh. Dans mon livre, j'en cite un certain nombre. Je sais qu'il y a Super. Gore-Tex, Oui. je sais qu'il y a Decathlon, Mmh. mais il y en a d'autres, pardonnez-moi. Mmh. Il y a aussi Pas de souci. des administrations régionales qui fonctionnent selon ce modèle-là et j'ai rencontré en Belgique un monsieur qui travaille dans une entreprise libérée Mmh. et qui disait à quel point, et lui, ça fait des années, hein, qu'il est dans une entreprise qui a changé en cours de route. C'est pas une entreprise qui s'est créée comme Ouais. ça. C'était une entreprise qui était très hiérarchique et qui a choisi à un moment de changer de modèle. Ça Mmh. fait une petite dizaine d'années. Il dit à quel point tout le monde est heureux d'aller travailler le matin, hein. Mmh. Cette notion de culture d'entreprise libérée, je l'ai beaucoup creusée au début du podcast, donc il y a 3 ans. Et du coup, j'ai gardé des relations, avec, des personnes qui ont, ce type d'entreprise-là. Et j'ai déjeuné avec une il n'y a pas longtemps, qui me disait, en fait, le challenge d'une entreprise libérée qui grandit, c'est que tous les humains qui la composent s'investissent à la même hauteur dans l'entreprise puisque, la gouvernance se fait, de manière Mmh. partagée. Et est-ce que vous pensez que les personnes hautement sensibles sont plus à même de prendre ces responsabilités dans ce type d'entreprise ou pas? Je pense que c'est le meilleur type d'entreprise pour les personnes hautement sensibles. Il y a simplement comment dire? Une condition à respecter, Mmh. c'est, de savoir que la personne hautement sensible, elle est perfectionniste de nature, hein. C'est-à-dire qu'elle a le sens du détail, elle est Mmh. très observatrice, elle veut bien faire, et elle veut bien faire non seulement pour elle, mais pour l'ensemble, hein, pour les collègues aussi, pour la Mmh. communauté. Simplement, comme elle va être hyperstimulée à certains moments, elle va saturer. Donc, donner des responsabilités aux personnes hautement sensibles en leur donnant aussi la liberté Mmh. de se retirer quand elles sont fatiguées, même en pleine réunion, même en plein rush, hein. On sait Mmh. qu'on est charrette, qu'on doit finir quelque chose. Eh Ouais. bien non, ce soir, moi, je rentrerai plus tôt parce que je n'en peux plus. Et c'est à cette seule condition, si je mange bien ce soir, que je prends une bonne douche et que je dors, que demain, je pourrai continuer le combat avec vous ou Mmh. le rush ou la charrette ou ce qu'on veut, le vocabulaire qu'on Ouais. a dans l'entreprise, ça dépend Ça dépend des des secteurs. oui, voilà, ça dépend du C'est vrai. secteur. Mais de ne pas imposer, heu, de fonctionner au Mmh. même rythme et sur le même mode, parce que Ouais. si on est fatigué et que ça doit être respecté absolument. Mmh.
La question de l'énergie, pour les personnes, hautement sensibles, c'est quelque chose de très important. Est-ce que les, personnes hautement sensibles sont plus à même de faire un burn-out? Malheureusement, oui. Mmh. Malheureusement, oui, pour 2 raisons. La première, c'est justement ce perfectionnisme et cet engagement, très important dans le travail, Mmh. qui peut amener à faire des heures supplémentaires, ou à accepter des tâches, en plus de tout ce qu'on fait déjà parce qu'on a envie d'aider les autres. Mmh. Mais aussi parce que, du fait de ce tempérament et de cette saturation, la personne hautement sensible est plus fatigable. Et que si elles ne s'écoutent pas assez, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, des personnes hautement sensibles qui ne se savent pas encore ultra sensibles, Mmh. si elles ne s'écoutent pas, elles veulent faire comme les autres, elles se reposent pas autant qu'elles auraient besoin et le burn-out est assuré. Mmh. Quels sont les signaux qui permettent d'avoir des indices sur, son taux d'énergie quand on est très sensible? Qu'est-ce qu'on doit écouter au final à l'intérieur de soi? Alors, c'est important, déjà d'écouter son corps Mmh. parce qu'on peut, très jeune, développer une surefficience mentale, une surefficience intellectuelle, justement pour essayer de compenser tous les petits côtés, en décalage avec les autres. Mmh. Je me fatigue plus vite, donc comment je vais faire pour continuer à suivre les cours même si je suis fatigué? Je me pose plus de questions, je remarque la communication implicite, la communication non verbale, donc je tricote des choses, je rumine. Mmh. Hem, Comme je suis perfectionniste, j'essaye aussi de perfectionner ma pensée, mon mode opératoire dans mon travail, Mmh. enfin tout ce que je fais pour, réussir au mieux et tout ça fait que la personne hautement sensible qui a développé une espèce de surefficience, intellectuelle Mmh. a perdu un peu le contact avec son corps. Elle fonctionne beaucoup avec la volonté. Donc quand on Mmh. est jeune, ça va, parce qu'on a de l'énergie, comment dire? On se rétablit, on récupère facilement. Mais, vers 35-45 ans, suivant les personnes, hein, suivant le travail ou l'environnement, Mmh. on commence à avoir moins d'énergie et là, D'accord. il faut vraiment faire attention aux signaux physiques. Est-ce qu'on a des Mmh. petites maladies plus qu'avant? Est-ce qu'on dort moins bien? Est-ce qu'on digère moins bien? Est-ce Mmh. qu'on supporte moins bien le café, le thé, alors qu'on en prenait sans problème avant? Ouais. Est-ce qu'on écoute moins bien? Mmh. Enfin, toutes sortes de petits signaux qui nous font dire: «Attention, là, je Mmh. suis fatigué». Donc on prend ses RTT, vraiment, Ouais. on On passe les de pose, on on les les laisse pas l'année pose, prochaine. voilà, ça, c'est vraiment Ouais. important. On prend de vraies vacances. Mmh. Les dimanches sont des vrais dimanches, ou enfin, ou les samedis sont des vrais samedis. Mmh. Heu, on essaye d'arrêter, quoi. Mmh. Ce processus d'être tout le temps en train de Ouais. réfléchir, travailler, préparer, projeter et en Mmh. week-end, on prépare le lundi, alors que non, le week-end, c'est fait pour se reposer. Mmh. C'est un changement de paradigme, comme, c'est à la mode. C'est un changement de culture personnelle. Ouais. On a fait beaucoup et il arrive un moment où le corps dit stop, quel que soit l'âge. Il y a même des étudiantes ou des étudiants qui, à un moment, sont en pré-burn-out, Mmh. hein, ils sont prêts à exploser. Moi, j'appelle ça le burst-in, hein. Mmh. Alors, je sais qu'on parle de burn-in aussi, mais le burst-in chez les autres personnes hautement sensibles, c'est qu'on a l'impression qu'on va imploser, exploser de Mmh. l'intérieur. Et là, il faut vraiment, vraiment arrêter, aller se promener, Mmh. nager, faire tout ce qui nous fait du bien à un rythme lent, calmer le Mmh. jeu. Est-ce que on peut vraiment scinder le pro et le perso quand on est très sensible? Est-ce qu'il y a ça dans la mallette de la personne qui est très sensible? Alors, je dirais même c'est une grande valise. Cette très grande valise. Il y a ça dans la grande valise. Ouais. Oui, c'est très difficile de faire la part des choses entre l'affectif et le non affectif, entre le professionnel et le personnel Mmh. et ça demande de développer une forme de sagesse. Il s'agit pas de dire: «Pas d'affect au travail» puisqu'on n'en est pas capable. Il s'agit d'apprendre à prendre de la distance, Mmh. à ralentir, à pas vouloir tout faire pour aider les autres, par exemple, ou pour, réussir autant qu'on se l'était imposé. Mmh. Et ça demande finalement beaucoup plus d'indulgence envers soi-même. Mmh. La grande clé, c'est ça. Je suis indulgente ou indulgent avec moi-même, je prends soin de moi, je m'écoute, je me respecte, je pose mes limites. Déjà, je connais mes limites et je les énonce Ouais. et puis du temps de repos, hein, vraiment ça, c'est Mmh. fondamental, j'insiste. Comment c'est
possible, concrètement, de sortir de ce moule de la productivité, de l'hyperproductivité, dans lequel on embarque quand on rentre dans une entreprise? Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça, concrètement? Comment est-ce qu'on peut communiquer aux autres nos besoins, par exemple? Est-ce que vous auriez des conseils concrets à donner à celles et ceux qui nous écoutent, pour faire ce pas de côté dont, au final, ils et elles ont besoin, quoi? Alors, j'entends 3 choses dans votre question, je vais essayer de ne pas les oublier. La première, c'est que tout ce qui est bon pour une personne hautement sensible est bon pour tous les êtres humains. Mmh. Parce que tous les humains sont sensibles. Donc de toute façon, de la Oui. saturation, on en vit aussi même si on est moyennement sensible, hein, si on n'est pas Mmh. hautement sensible. Et le goût pour l'authenticité, finalement, on l'a au fond de soi. Donc le fait de ralentir, Mmh. c'est important pour tout le monde. Le fait de ne pas être en surproductivité, c'est important pour tout le monde. Le fait de ne pas vouloir faire mieux que mieux, c'est important pour tout le monde. Alors c'est important bien sûr pour les personnes hautement sensibles, Mmh. mais ça peut aussi, c'est ça que j'appelle la révolution sensible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on écoute la sensibilité, et notamment les sensibilités élevées, Mmh. on se rend compte des impasses d'un système surproductif, surconsommateur, Mmh. et cetera, qui exploite la planète et qui l'épuise, hein. Oui, ouais. C'est ça, c'est que finalement, si on est dans notre sensibilité, qu'elle soit élevée ou pas, on se rend compte des impasses, Mmh. des, des, des signaux d'alarme ou d'alerte de ce qui ne va pas dans nos environnements et on Mmh. peut se dire: «Non, là, c'est trop». C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est Ouais. compliqué là Mmh. dans cette question, c'est que l'hyperproductivité, c'est un Mmh. problème général Oui. du capitalisme actuel en fin de Mmh. course, Oui. hein, où on nous pousse à consommer, on fait des Mmh. Black Fridays Ouais. à l'appel, hein. C'est-à-dire Mmh. qu'on ne sait plus comment faire pour écouler bon. Mmh. Et donc, pour moi, ça n'est pas lié à la haute sensibilité. Et il y aurait Mmh. peut-être tout un podcast à faire là-dessus, Ouais. pour parler de qu'est-ce qui se passe pour qu'on surproduise, qu'on surconsomme, Mmh. et qu'on nous burn-outise, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'on nous pousse au burn-out, en exactement. fait. Ça m'évoque un livre de Laetitia Vito, je ne sais pas si vous la connaissez, qui Non. a sorti, cette année. Elle parle du fait que, on aurait peut-être tout intérêt à sortir de cette hyperproductivité dans les entreprises où cette hyperproductivité, c'est qu'on voit sur LinkedIn, sur tous les contenus et cetera, parce que c'est une notion qui est écocide, C'est qui ça, tue les humains, mais c'est finalement, ça. à petit feu. Donc en fait, on n'a aucun intérêt à long terme à rester dans cette hyperproductivité-là. Donc, ce qui me permet de répondre à votre question Mmh mieux, mh. c'est-à-dire que la personne hautement sensible qui va saturer plus vite Mmh. ou qui va se rendre compte plus rapidement de la perte de sens de ce système Mmh. absurde, Ouais. c'est important qu'elle s'exprime, qu'elle Mmh. dise: «Ça me semble absurde, moi je n'y vois plus aucun sens, ça n'est Mmh. pas humain, on va trop vite, on va trop loin, on surproduit, ça ne rime plus à rien». Parce que Mmh. plus nous exprimerons cette perte de sens et Ouais. cette surchauffe qui fait effectivement nous amène à des burn-out, physiques, émotionnels, cognitifs et cetera. Mmh. Plus nous allons permettre aux autres personnes de se rendre Ouais. compte, soyons des lanceurs d'alerte. Mmh. Plus nous allons permettre comme ça aux autres personnes de se rendre compte qu'il suffit simplement d'inventer une autre économie. Mmh. C'est pas revenir en arrière, ça marchera pas non plus, c'est fini. C'est inventons ensemble et comme les personnes hautement sensibles sont très créatives et intuitives, Mmh. justement dans toutes les entreprises, là je lance un appel aux managers, aux responsables, aux chefs, féminines et masculins d'entreprise, chefs et chefs d'entreprise, Mmh. de demander aux personnes intuitives, créatives, sensibles de leurs entreprises: «Mais vous, comment vous feriez pour changer de modèle? Nous, dans notre métier, dans notre entreprise, dans nos Mmh. façons de faire, comment on pourrait évoluer?» Lançons un chantier de 6 mois, un an, Ouais. des boîtes à idées où toutes les personnes, notamment hautement sensibles, pourraient exprimer leur créativité. Elles n'ont qu'une envie, c'est ça, d'exprimer leur Mmh. créativité. Et je suis sûr que cette espèce de référendum d'entreprise en libération Ouais. est bénéfique pour tout le monde. Donc en Mmh. fait, c'est pas
la personne hautement sensible en elle-même qui peut changer la donne Ouais. actuelle, c'est soyons toutes et tous créatives et créatifs. Mmh. Et puisque les personnes hautement sensibles adorent la créativité, en ont besoin, eh bien qu'elles s'éclatent, Mmh. qu'elles disent et expriment tout ce qu'elles ont envie de proposer, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs visions du futur de l'entreprise, de Mmh. cette entreprise-là en particulier, dans ce secteur-là en particulier, des choses très concrètes et je suis sûr que ça changera la donne. Mmh. C'est un très beau message. J'ai envie de l'envoyer à toutes les entreprises, qui pourront m'écouter. Hem, Vous parliez de cette créativité foisonnante, de cette innovation, assez innée, finalement, de trouver des solutions et cetera. Comment est-ce qu'on fait quand on est, hautement sensible pour, appréhender et accueillir l'impermanence des envies professionnelles? Ça n'est pas un problème en soi pour la personne hautement sensible qui vit dans cette impermanence tout le temps, puisque une personne très sensible est souvent multipotentielle. Mmh mh. Donc elle a plusieurs dons qui vont être des dons qu'elle va développer dans ses loisirs ou dans son travail. Mmh. C'est plus le modèle formaté on devrait développer qu'une seule chose, hein, qu'un seul type Ouais. de compétence, dans un seul type de secteur. Mmh. Heu, c'est ça qui frustre et freine et inhibe la personne hautement sensible parce qu'elle se dit: Mmh. «Zut, alors faut pas trop que je montre que je sais faire ça ou que j'aimerais faire ci ou que j'aimerais aller dans tel endroit». Non, l'impermanence, c'est pas un problème. On peut être dans une forme de suffisante continuité au sein de cette impermanence, pour peu qu'on nous laisse être dans notre continuité personnelle Ouais. où on va avoir des idées un peu tout azimut et alors? C'est pas un problème. Mmh. Que ce soit utilisable dans l'entreprise ou pas, il y a des entreprises qui laissent leurs, comment on dit? Je sais plus maintenant comment on dit, employés, collaborateurs, Collaborateurs, oui, ça oui, dépend ouais, des voilà. cultures, des idéologies. Qui laissent les personnes qui y travaillent, Mmh mh. aussi prendre des après-midi entières, pour faire du Mmh. sport, pour, du théâtre, de la Ouais, danse, parce qu'elles savent que c'est mieux on vrai. est Mmh. dans sa vie, dans son corps, dans son être, Mmh mh. mieux on se sentira au travail et plus créatif Mmh. et productif on sera, dans la réalité. Mmh. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'on est tous pluriels Mmh. dans nos vies professionnelles et que, c'est important de passer ce message que la vie professionnelle de A à Z sur le même, boulot, sur le même secteur, même pour les gens qui sont un peu moins multipotentiels, je pense que ça n'existe plus et que ça correspond pas à qui nous sommes en tant qu'humains. On a beaucoup de challenges à relever, aujourd'hui sur plein de sujets, que ce soit, l'économie, l'écologie et cetera et donc dans tous les cas, ça demandera de s'investir sur différents, secteurs, en exploitant différents talents. Donc, je suis vraiment très contente que vous parliez de la multipotentialité parce que je pense que c'est en tout cas, je le vois un peu comme une libération qu'on pourra apporter en entreprise, de pas être cantonné à un seul poste et de pouvoir apporter, toute sa palette de compétences. Oui, je pense que les grandes entreprises, les entreprises suffisamment grandes pourraient proposer deux, trois postes à chaque Mmh. personne et en fonction des besoins ou en les Ouais. répartissant dans la semaine, la personne pourrait avoir deux, trois rôles dans l'entreprise, ce qui lui permettrait justement de développer ces différents dons, cette multipotentialité ou cette pluralité. Mmh. Et puis si les entreprises sont petites, elles peuvent se regrouper en consortium et on propose deux, trois postes dans ce consortium Mmh. qui seraient complémentaires et qui permettraient à la personne non seulement de s'épanouir, mais chaque, pôle de ce consortium de bénéficier des multiples compétences de chacun et en plus, ça permet de relativiser parce que si on a un problème dans un de ces pôles, quand on va travailler dans un des Ouais. autres pôles, ben, on prend de la distance avec la difficulté qu'on a ailleurs et tout ça, ce serait vraiment encore plus de la co-création, encore Mmh. plus de la coopération, ou de la je sais pas comment dire, de la co-création de richesses et de valeurs. Mmh. J'ai envie de vous poser une question qui résumerait un petit peu toute notre conversation. Est-ce qu'on peut être ultra sensible et être heureux au travail? Je pense que oui, oui, je connais suffisamment de personnes qui sont ultra sensibles et heureuses au travail. Heu, il y en a qui ne sont pas encore assez heureuses.
ces personnes ultra sensibles. Alors ça vient parfois d'entreprises qui ne sont vraiment pas assez libérées, il y en a Mmh. encore, Beaucoup. beaucoup, qui ont besoin de se libérer et on les encourage à le faire. Ça peut, venir simplement du fait qu'elles ont besoin d'oser négocier plus de télétravail et moins d'open space, Mmh. ou vraiment un bureau à part et pas d'open space, ou une évolution dans l'entreprise. C'est-à-dire que des personnes qui n'osent pas assez dire: «Voilà, j'ai tel désir, j'ai tel talent, j'ai envie d'aller dans telle direction, donnez-moi ma chance», Mmh. et qui restent cantonnées à un rôle, qu'elles connaissent par cœur. Elles ont besoin d'évoluer, Ouais. donc c'est pas tellement le problème de la sensibilité là, c'est le problème de ce que la sensibilité permet, c'est-à-dire la créativité et l'évolution créative. Et puis aussi des personnes ultra sensibles qui n'ont pas créé chez elles le bon environnement de repos, Mmh. hein, qui sortent que 10 minutes pour manger un sandwich. Ça marche Mmh. une fois, 2 fois, mais c'est mieux de trouver le bon petit restaurant dans lequel on va pouvoir se reposer, manger ce qu'on aime, aller faire une promenade dans le parc d'à côté, ou ne pas rentrer tout de suite au travail, mais faire, une petite promenade à pied pour digérer et se changer les idées. À la maison, pareil, avoir, Mmh. peut-être plus de plantes. Les plantes vertes, ça aide énormément. Alors là, je lance aussi un autre appel à toutes les entreprises et à tous les foyers Oui. de francophonie. Mettez des plantes vertes partout et des vraies plantes vertes, pas des plantes en plastique, Mmh. parce que le monde végétal nous apporte énormément. Mmh. Donc à la maison, on peut vraiment mettre des fleurs, des plantes et cetera. Écouter de la musique de relaxation, apporter des couleurs. On vit trop dans le noir et blanc, le noir, le gris, le blanc. On a besoin vraiment de couleurs. On peut mettre des Mmh. couleurs chez soi, en entreprise et cetera. De faire des mouvements qui nous aident. Les personnes ultra sensibles, elles sont très aidées par les exercices d'équilibre. On se met, Mmh. sur la pointe des pieds ou sur un pied, on fait du yoga, du skate, du ski, l'escalade, la Mmh. natation. Tout ça, ça fait travailler l'équilibre et ça rééquilibre curieusement, hein. Ça se passe au niveau du cervelet, Mmh. mais les mots ne sont pas les mêmes pour rien. Ça nous rééquilibre à tous les niveaux et puis passer du temps dans la nature. Si on se crée chez soi ou pour soi un environnement de repos, de ressourcement suffisamment porteur, on sera d'autant mieux au travail aussi. Mmh. Génial. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, de toutes les composantes d'une vie, professionnelle, heureuse au travail pour les personnes hautement sensibles. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez trouvée pertinente que je vous pose sur le sujet de la sensibilité et du travail? Eh bien, je sais qu'on va le faire, hem et c'est très bien, la place des émotions et de Mmh. l'expression des émotions au travail. Exactement. Donc vous l'aurez compris, on a enregistré, ensemble un autre, épisode sur la place des émotions en entreprise. Quand on s'est eu au téléphone, on s'est dit que c'était tellement un vaste sujet que ce serait bien qu'on en fasse un épisode à part. Donc on vous mettra tous les liens, en barre d'infos pour l'écouter. Pour clôturer, ce premier volume ensemble Saverio, je vais vous poser ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si vous pouviez constituer votre board de rêve dans lequel vous convieriez, 3 personnes, personnalités proches pour vous aider, vous accompagner tout au long de votre carrière. Qui est-ce que vous mettriez dedans? Alors j'ai pensé à 3 bisounours, à 3 grands ultra sensibles, à 3 amis et collègues que j'adore, que j'aime profondément et qui m'aiment profondément. Flora Gavant, Alban Bourdi, Christine Leclerc-Scherling, tous 3 qui font partie de l'Observatoire de la Mmh. sensibilité, qui sont des êtres extraordinaires, vraiment le cœur ouvert, dans une merveilleuse sensibilité et qui m'accueillent, m'acceptent comme je suis, me soutiennent, me donnent des idées ou avec qui je peux partager des idées, qui ont vraiment cette écoute qui permet de parfois de qui nous permet de mieux nous entendre, de mieux comprendre qui on est et ce vers quoi on veut aller, ou qui confirme des intuitions, des aspirations. Donc voilà mon équipe de Mmh. rêve. Génial, donc vous l'avez déjà? Oui, je l'ai déjà. Finalement, super! Ça, c'est top, Oui, c'est ce genre de top, oui, board. oui. Super! Saverio, merci infiniment, Merci pour cette Léa. discussion sur, l'ultrasensibilité et pour ceux qui veulent continuer, de nous écouter, vous pouvez aller écouter, l'épisode sur la place des émotions en entreprise. À bientôt! À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que ma discussion avec Saverio vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est la haute sensibilité et comment se créer une vie professionnelle sur mesure en respectant qui vous êtes et votre mode de fonctionnement.
Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté. C'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, bref, là où vous m'écoutez, pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. À bientôt!